Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Kent Nagano. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois après 2 concerts incroyables. Vous avez dirigé les 5 œuvres concertantes de Rachmaninoff pour piano et orchestre, donc aux côtés du pianiste Mikhail Pletnev ou Pletnev à la française. Et vous dirigiez un orchestre tout récent, le Rachmaninoff International Orchestra, qui succédait en quelque sorte à l'Orchestre national de Russie. Et on avait l'impression que vous aviez une grande joie à diriger cet orchestre. L'orchestre est assez spécial parce que c'était construit sur l'initiative de Michael Pletnev, parce que lui et plusieurs musiciens, comme vous savez, ils sont plus capables de travailler en Russie, mais quand même, pour eux, la musique, comme pour tout le monde qui adore l'art, est un essentiel moyen de communiquer l'humanité. Alors, ce groupe, ils sont profondément dédiés à la musique et ils ont décidé de rassembler ensemble et faire la musique comme un orchestre professionnel. Alors ça, c'est vraiment différent que ce qu'on trouve normalement et c'est pour ça que ça s'appelle le Rachmaninoff International Orchestra. Parce que Rachmaninoff lui-même était une sorte de réfugié au début du XXe siècle. Alors, j'ai travaillé avec eux dans le studio pour un enregistrement il y a 5 mois et le contact, la connexion était immédiate. Et la raison pourquoi j'ai travaillé avec eux, c'est parce que je connais Michael Pletnev depuis plus que 30 ans. Comme un collègue, il est un de mes solistes préférés. On travaille régulièrement ensemble. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Et quand ce projet se posait, c'était parce que Pletnev et moi, on a cette longue relation comme une base, et aussi que je connaissais l'orchestre et j'ai été très impressionné la première fois. Oui, mais alors, c'est très différent parce qu'on vous connaît comme chef d'orchestre. Moi, je vous ai entendu diriger certaines des plus grandes phalanges mondiales et des orchestres qui sont des institutions. On connaît vos liens avec l'Orchestre symphonique de Montréal ou beaucoup d'autres orchestres à Hambourg, à Berlin, ailleurs. C'est des institutions. Vous arrivez devant un orchestre qui est déjà constitué depuis longtemps et là, vous avez une relation différente avec ces musiciens, en fait, qui sont là pour des projets particuliers et qui se fréquentent pas forcément entre eux, et c'est un orchestre qui n'a rien à voir avec les orchestres que vous dirigez habituellement. Évidemment, c'est une expérience qui est toute nouvelle pour tout le monde, surtout pour eux. Ce qui est impressionnant est le fait qu'ils ont trouvé une base pour former un ensemble déjà. Ça, c'est le plus grand challenge pour tous les groupes qui sont complètement nouveaux. Il faut se rappeler que cet orchestre, c'est maximum 1 an, alors tout nouveau. Comment est-ce qu'on trouve la relation sans parole? Ça veut dire juste sentir une et l'autre et faire la musique ensemble. Et ça, c'est le plus impressionnant. Je crois quelque part ce qu'ils partagent entre eux comme expérience de la vie, ça donne un moyen de communiquer qui est subtil et très très fort en même temps. Alors ça, on sent quand on travaille avec eux. Alors, ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que par exemple, vous avez donné cette intégrale de l'œuvre pour piano et orchestre de Rachmaninoff, notamment le mouvement lent du 4e concerto, qui est une œuvre merveilleuse et qui est un peu le mal-aimé des concertos. Ce mouvement lent qui est absolument sublime, qui pour moi évoque parfois le mouvement lent du 4e concerto de Beethoven, entre ce rapport entre le piano et l'orchestre. Il y avait une tendresse, une douceur, une unité des cordes, et on ne peut pas penser que c'est un orchestre justement qui est si récent, si neuf. Il y avait une telle unité. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce son
si unique des cordes, Kent Nagano. Le groupe est quand même compris des musiciens exceptionnels. La plupart, ce sont des professionnels avec des orchestres connus, au moins en Russie. Alors, ils ne sont pas dans ce sens-là les débutants. Et à cause de ça, il n'y a pas vraiment le besoin d'être ce qu'on appelle en anglais un schoolmaster. Ça veut dire juste de travailler énormément, de placer des choses ensemble sur le côté technique. Évidemment, c'est pour ça qu'on a des répétitions, mais c'était plus pas de parler au fond de la musique elle-même. Et on n'a pas parlé énormément, évidemment. Je ne parle pas ni ukrainien, ni russe. Alors il y a même des Israéliens, je crois, dans cet orchestre. Aussi, alors, la langue courante était anglais, mais quand même, la plupart, quand on fait la musique, c'est pas les paroles, c'est les images, c'est l'émotion, c'est l'esprit. Juste quelques mots pour suggérer l'ambiance, le contexte, la perspective de moi et aussi de Pletnev. C'était suffisant. On donne des idées, encore une fois, on donne une image, un tableau, et puis on laisse aux musiciens de remplir ce tableau, de réaliser cette image avec leur poésie, avec leur perspective. Et c'est là où est venu cette son, pas du tout artificiellement dicté ou manufactured. C'était juste quelque chose qui vient de chaque personne. Et je crois que c'est ça ce que vous avez senti dans le concert. Mais c'était 2 soirées absolument mémorables. Mais ce qui m'impressionne aussi, Maestro, c'est que en même temps, vous aviez quitté Hambourg pour diriger cet orchestre, où vous dirigez actuellement Salomé de Richard Strauss. Et comment vous faites pour diriger des musiques aussi éloignées, comme ça, d'un jour à l'autre? Est-ce que c'est une nécessité, ou alors c'est comme un acteur qui va jouer à la Comédie Française un soir une pièce de Molière et le lendemain une pièce de Shakespeare? Pour moi, c'est une exception. Normalement, j'évite de travailler dans une manière un peu excessive comme ça, mais comme je viens d'expliquer, le projet était assemblé relativement tard et spontanément. Et j'étais demandé par Michel Pletnev de participer. Encore une fois, nous avons un métier qui est plus de 30 ans. Et surtout avec ce répertoire, Rachmaninoff, qui est très, très sensible. Ça peut être interprété dans plusieurs façons. Et évidemment, chaque façon est légitime. Mais pour moi, quand Michel Pletnev joue Rachmaninoff, on a un certain accès aux profondeurs de cet compositeur que, au moins pour moi, je ne sens pas tout le temps. Alors, la chance, l'opportunité de collaborer avec Michel et essayer de servir le compositeur à ce niveau-là, c'était impossible à dire non. Alors, ils ont arrangé le seul moment où c'était possible pour tout le monde, et c'est pour ça que malheureusement c'est un peu serré à ce moment-là, mais pour certains projets, on fait l'effort. Mais ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que moi je faisais de la réflexion, c'est-à-dire souvent ces concertos sont associés à des pianistes comme Rachmaninoff lui-même, ou d'autres grands pianistes comme Sviatoslav Richter, des pianistes du passé. Mais c'est que en vous voyant diriger ces 5 œuvres concertantes, on se dit quand même,
aussi magnifiquement écrits pour l'orchestre, ces œuvres. Et il y avait un équilibre entre le piano et l'orchestre qu'on n'a pas toujours. Il y a des moments où justement certains chefs ont tendance à forcer le côté spectaculaire, et vous, et à chaque fois, il y avait toujours un équilibre extraordinaire avec le piano. Et on ne parle pas assez, je trouve, de cette orchestration qui est quand même aussi très intéressante de ces concertos. Vous parlez de plusieurs choses. Le son de l'orchestration de Rachmaninoff est, encore une fois pour moi, quelque chose d'assez organique. Si on étudie la partition, on entend la construction de l'orchestration qui est faite dans une certaine manière que ça profite le maximum possible de variations de couleurs et texture. Et il ne faut surtout pas forcer, parce que si on force quelque chose qui est organique et naturel, ça devient tout de suite mal balancé, inorganique, artificiel. Et c'est là où pourquoi de temps en temps on associait avec Rachmaninoff, par exemple, avec un son, je ne sais pas, comme film soundtrack ou quelque chose comme ça. Oui, la musique hollywoodienne. Oui, voilà, et ça c'est vraiment injuste, parce que si on juste permettre le génie de Rachmaninoff de sonner comme c'était conçu, on n'a pas besoin d'ajouter des choses artificielles. Et peut-être c'est ça ce que vous avez entendu. On a juste permis la partition de sonner dans une manière naturelle. Pletnev aussi, mais on n'a rien forcé. De temps en temps, j'étais même moi-même étonné qu'il n'a pas vraiment, dans une manière, encore une fois, artificielle, forcer un retardando ou forcer un climax avec un extra son dur ou éclatant. Elle a juste permis l'instrument de sonner. Et dans ce sens-là, on peut vraiment voir le génie, côté génial de Rachmaninoff. On peut aussi sentir qu'il était un compositeur XXe siècle, un compositeur qui a pensé vers la future. Évidemment, comme tous les grands, on entend le passé aussi, dans une manière qu'on entend la tradition, on entend la fondation de la musique. Mais en même temps, c'est assez moderne, structurellement, harmoniquement, et surtout dans la façon que l'intégration et le dialogue entre le solo piano et l'orchestre fonctionnent. Alors, c'était très, très spécial. Non, mais c'était fabuleux. Par moments, on pensait presque à des concertos de Mozart. La manière dont il jouait, enfin, il y avait une telle tendresse, mais sans pathos, parce que justement, dans votre livre Son et Merveille, vous parlez du pathos, en disant à quel point vous détestez le pathos. Et souvent, Rachmaninoff, il est tourné vers un certain pathos, un certain sentimentalisme qui était le contraire de ce que vous avez donné. Et c'était d'autant plus émouvant. Encore une fois, il faut quand même pas exagérer. On est là comme interprète pour investir soi-même. Alors, une interprétation est toujours légitime, si c'est honnête. À l'autre côté, pour moi et pour cette partition, c'est assez clair comment il faut permettre la partition de sonner. Et bon, dans ce sens-là, comme peut-être vous avez entendu, la collaboration entre solistes et chefs était deux personnes qui ont pensé exactement dans la même direction. Oui, mais ça c'est justement assez rare quand on entend un concerto au concert. Là, c'était extraordinaire. Mais en même temps, Mikhail Pletnev, on a l'impression quand on l'entend qu'il a énormément pensé, il a réfléchi tout au long de sa vie sur ses œuvres et qu'elles l'ont accompagné tout au long de sa vie. Mais parfois on a l'impression d'entendre un pianiste de jazz qui improvise tout en étant exactement dans la partition. Et donc quand vous jouez, quand vous dirigez un orchestre avec un pianiste comme ça, qui à la fois est dans la partition et a l'air quand même assez libre, c'est plus difficile qu'avec certains autres musiciens. Il y a certains mots en français qui n'existent pas en anglais. Et
dans ce sens-là, je peux dire avec absolument certitude que Michel Pletnev, il ne joue pas dans une manière libre. Peut-être c'est ça pourquoi on est profondément liés. On réfléchit de chaque note, chaque fonction de chaque phrase, pourquoi la harmonie existe et qu'est-ce que cette harmonie a à faire avec la grande structure. Et c'est ça la joie, parce qu'avec Pletnev, on peut parler en profondeur. Pourquoi on va prendre du temps ici pour cette note-là? En français, il y a un autre mot qu'on utilise. Ça s'appelle souplesse, souple. Et ça, c'est différent d'être libre. Et c'est vrai qu'avec Misha, chaque répétition, chaque performance est pas la même chose qu'on a fait le jour avant ou même quelques heures avant. C'est fait à nouveau à l'instant. Mais c'est pas libre. On entend profondément les idées qu'on a discutées. On entend la partition, mais aussi on entend la façon de respirer. Et cette souplesse là-dedans qui donne un certain sens de spontanéité qui fait l'art vivre. Très différent de, par exemple, de mécaniquement reproduire exactement ce qu'on a fait le temps avant. Cette respiration, ça permet à la musique d'être un organisme vivant. Et peut-être c'est ça ce que vous avez remarqué. Ce côté jazz, ce côté gravitas. Peut-être ça sonne improvisé, mais en fait, la base est là. Oui, non, mais ça, bien évidemment. On a l'impression que tout est pensé. C'est ça c'est une sorte de paradoxe pour nous quand on écoute ces concerts. Kent Nagano va s'éloigner un temps de ce Rachmaninoff International Orchestra pour évoquer justement votre itinéraire dans votre livre Sonne et Merveille, qui parle un peu de votre parcours et puis aussi de vos pensées sur la musique, sur le monde tel qu'il va ou ne va pas. Et justement, des tels concerts, on comprend pourquoi on écoute de la musique, c'est-à-dire par rapport à une actualité si douloureuse, on comprend pourquoi on a besoin de musique, encore plus que d'habitude. Vous rendez un tribut notamment à 3 personnes qui sont Bernstein, Messiaen et aussi Günther Wendt, qui sont 3 figures qui, aux côtés de votre premier maître, Corricelli, je crois, sont des personnes qui ont énormément compté pour vous. C'est ces phares qui sont essentiels pour votre construction de musicien. Malheureusement, quand on écrit un livre, on est limité avec les paroles. Vous savez, vous êtes écrivain vous-même. Et l'éditeur est tellement cruel parce qu'il dit non, trop de mots. Et dans ce sens-là, je crois que chaque personne, pas seulement les artistes, mais chaque personne peut citer tellement des gens qui a eu un important impact pendant le parcours de la vie. Mais c'est les grands personnages que vous venez de mentionner étaient parmi le groupe que j'ai eu le privilège de travailler. Ils ont formé la base de comment on approche pas seulement l'art et la musique, mais aussi ils ont formé certaines priorités dans la vie. Et je crois, si on a la chance, on rencontre les grands personnages comme ça qui permettent pas vraiment de dire ce qu'il faut faire, mais ils permettent qu'on puisse ouvrir la porte pour la découverte. Et c'est ça ce qui, vous venez de dire, les 4 personnes que vous citez. C'est parmi un groupe qui ont enseigné comment on peut continuer d'apprendre pendant toute la vie. On va terminer, Kent Nagano, avec, je pense, quelque chose qui vous est cher, c'est la transmission de la musique et qui revêt une importance visiblement énorme chez vous. On était frappés avec ce Rachmaninoff International Orchestra, il y a beaucoup de jeunes musiciens formidables, très enthousiastes, et vous parlez beaucoup d'éducation, de transmission, avec un regard quand même
un peu amer sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la musique classique, par rapport à la transmission. Votre regard change ou vous êtes toujours un peu désabusé sur la manière dont cette musique est transmise? Même si c'est un cliché, c'est la vérité. Musique est fidèle. Il y a des moments au parcours de vie où on voit des moments catastrophiques. Et on peut dire aujourd'hui c'est assez difficile au monde. Mais si on regarde la grande histoire, malheureusement, ça revient régulièrement, les moments d'extrême instabilité liés aux géopolitiques, économiques, plusieurs raisons, la nature. On dit que dans la vie, il y a très peu des amis qui restent fidèles au moment difficile. On a plein des amis pendant que c'est facile, mais c'est ça qui fait musique tellement spéciale. C'est quelque chose à dire et c'est confortable parce que c'est une fidélité extraordinaire. Ça permet de communiquer dans une manière que les mots, les paroles ne peuvent pas. Et on vit dans un moment, aujourd'hui, on appelle ça en anglais « the information age ». On appelle ça aussi une sorte de technological revolution. Ce qui se passe maintenant, et c'est vrai, le cell phone que j'ai aujourd'hui, c'est déjà démodé et c'est seulement 2 ans. C'est déjà très passé. C'est un antique presque, la façon que les évolutions de technologie avancent. Pendant le Covid, l'explosion de Internet et online communication, médias sociaux, extraordinaire, mais parmi toute cette information et cette efficacité de technologie, l'ironie ou le paradoxe, et on rend compte tous que, en fait, la vie a besoin de quelque chose de plus que ça. Et c'est là où la musique est tellement essentielle, avec toutes les difficultés que les membres de Rachmaninoff International Orchestre, ils ont confronté. Heureusement, il y a une manière de communiquer avec une et l'autre. Et encore une fois, les paroles, très souvent, ça ne suffit pas. Et c'est là où on dépend vraiment sur la musique. Peut-être c'est là pourquoi cette rencontre était tellement spéciale. On va terminer juste sur une note un peu plus... non pas positive, mais un peu qui donne un autre éclairage. Justement, un passage dans votre livre que je trouve assez émouvant. Vous parlez de diriger l'Orchestre symphonique de Montréal et vous jouez de la petite musique de nuit de Mozart devant des Inuits qui n'ont aucune culture musicale occidentale et qui sont émerveillés par cette musique. Donc c'est peut-être aussi que la partie peut être gagnée aussi parfois dans certaines circonstances. Ça, c'était un moment assez puissant. Confirmation que quand même, musique est universelle. C'est sur ces propos qu'on va se séparer. Kent Nagano, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le chef d'orchestre Kent Nagano, entretien tout au long duquel il a été beaucoup question de la musique de Rachmaninoff, je vous propose d'écouter la Rhapsodie sur un thème de Paganini, de Sergueï Rachmaninoff, non pas interprété par les interprètes dont il a été question lors de cet entretien, Michael Pletnev et le Rachmaninoff International Orchestra et Kent Nagano, parce qu'ils ne l'ont pas enregistré, cette musique. Mais nous allons écouter une merveilleuse pianiste, Anna Vinitskaya, avec le NDR Elbe Philharmonie Orchestra, dirigé par Christophe Urbanski, dans la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Sergueï Rachmaninoff. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique. Bonne fin de soirée sur RCJ.